Alors, on reprend notre démonstration de ce résultat pour toutes les fonctions intégrables et mesurables positives pour toute mesure mu1 et pour toute mesure mu2. À la question 1, on a obtenu une première inégalité et dans la suite de l'exercice, dans les deux prochaines questions, on va s'essayer à montrer la deuxième inégalité. On va commencer par évacuer un cas un peu trivial, c'est le cas où f n'est pas une fonction intégrable de oméga a mu dans r bar plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f n'est pas une fonction intégrable ? On sait déjà, par hypothèse de l'énoncé, que f c'est une fonction mesurable de oméga a dans r bar plus, c'est une fonction mesurable positive, donc l'intégrale de f par rapport à la mesure mu, ça existe. Pour n'importe quelle fonction mesurable positive, on peut toujours définir son intégrale par rapport à mu. Qu'est-ce que ça veut dire du coup que f n'est pas intégrable ? Ça veut dire que cette intégrale n'est pas un réel. Ça veut dire que cette intégrale, c'est plus l'infini. Donc, ce que ça veut dire que la fonction f n'est pas intégrable de oméga a mu dans r bar plus, puisqu'elle est mesurable, c'est que son intégrale, c'est pas un réel. Quand je dis l'intégrale existe, je veux dire par là dans r bar plus, et si elle n'est pas intégrable, c'est que son intégrale, c'est pas un réel, c'est plus l'infini. L'intégrale de f par rapport à la mesure mu, c'est plus l'infini, c'est ça que ça veut dire pour une fonction mesurable positive de ne pas être intégrable. Mais alors, si on utilise l'inégalité qu'on a obtenue à la question précédente, on a obtenu que l'intégrale de f par rapport à la mesure mu, qui vaut du coup plus l'infini, elle est plus petite que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2. Mais du coup, l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2, c'est supérieur ou égal à plus l'infini, mais ça peut pas être strictement plus grand que plus l'infini. Il n'y a pas strictement plus grand que plus l'infini. Donc, cette somme-là, elle doit être égale en fait à plus l'infini. Mais si elle est égale à plus l'infini, du coup, elle est égale à l'intégrale de f par rapport à la mesure mu. Et c'est ça qu'on devait obtenir dans cette question. Alors évidemment, c'est le cas un peu trivial où tout le monde fait plus l'infini, du coup c'est égal. Bon, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est le cas où tout ça, c'est des réels. Et c'est celui qu'on va voir dans la suite, dans cette question, dans la question 3. Donc maintenant, on suppose que f est bel et bien une fonction intégrable. Et on va vouloir montrer l'autre inégalité par rapport à celle qu'on a déjà montrée. Donc la première chose qu'on va vouloir montrer, c'est que pour tout n dans n étoiles, je peux trouver une fonction étagée dont l'intégrale est coincée entre l'intégrale de f par rapport à mu1 moins 1 sur n et l'intégrale de f par rapport à mu1. Donc ça va être... Et pareil pour mu2, pardon, il va falloir qu'on trouve une deuxième fonction étagée, fn2, telle que l'intégrale de f par rapport à mu2 moins 1 sur n, c'est plus petit que l'intégrale de fn2, qui est elle-même plus petite que l'intégrale de f par rapport à mu2. Alors, une première remarque sur ces intégrales-là, on a supposé que f était intégrable par rapport à la mesure mu. Et du coup, f est aussi... Pardon, pas juste mesurable. On a supposé que f était mesurable par rapport à mu. Et je dis que du coup, elle est forcément mesurable par rapport à mu1. Pourquoi ça ? Je vais en avoir besoin dans un instant, donc je vais montrer ça. Si je prends une fonction psi étagée positive et plus petite que f,
Bah alors, l'intégrale de f de psi par rapport à mu1, ça va être égal à, si j'écris psi de la même façon que ce que j'avais fait à la première question, une fonction étagée, du coup, c'est une fonction qui s'écrit de cette forme-là avec les βj d'horaire plus et les cj qui forment une partition mesurable finie. Et dans ce cas-là, l'intégrale de psi par rapport à mu1, on a déjà vu ça à la question 1, c'est la somme des βj mu1 de cj. Mais maintenant, mu1 de cj, c'est plus petit que mu de cj. Mu1, c'est plus petit que mu1 plus mu2, puisque mu2, c'est quelque chose de positif, c'est une mesure. Donc du coup, ça c'est plus petit que l'intégrale de psi par rapport à la mesure des mu. Et comme si c'est une fonction étagée positive plus petite que f, son intégrale, elle est plus petite que l'intégrale de f par rapport à mu. Ok ? Donc, l'intégrale de f par rapport à mu, on a déjà revu ça une ou deux fois, c'est le sup de toutes ces intégrales de fonctions étagées plus petites que f. Donc, n'importe quelle fonction étagée plus petite que f, son intégrale, elle est plus petite que l'intégrale de f elle-même. Et on a supposé que f était intégrable par rapport à la mesure mu. Ce que ça veut dire, du coup, c'est que son intégrale par rapport à mu est finie. Donc ça, c'est un réel. Mais du coup, l'ensemble de toutes les fonctions, de toutes les intégrales de fonctions étagées positives plus petites que f par rapport à mu1, cet ensemble, il est majoré par le réel intégral de f par rapport à mu. Et puisque c'est un ensemble majoré, son sup, du coup, c'est un réel, c'est pas plus l'infini. Un sup, a priori, ça peut être égal à plus l'infini si on prend n'importe quel sous-ensemble de réels positifs. Mais ici, ce qu'on a montré, c'est que cet ensemble, il est majoré par un réel, donc son sup, il est fini. Et il est plus petit que ce réel. Et son sup, justement, c'est l'intégrale de f par rapport à la mesure mu1. Donc l'intégrale de f par rapport à la mesure mu1, c'est fini. C'est un nombre fini, c'est un réel. Donc cette fonction, elle est intégrable. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Puisque l'intégrale de f par rapport à mu1, c'est le sup de cet ensemble, c'est le plus petit majorant de cet ensemble-là, ça veut dire que si je prends un réel plus petit que l'intégrale de f par rapport à mu1, ce ne sera pas un majorant de l'ensemble. Donc par définition de la borne sup, pour tout n dans n étoiles, l'intégrale de f par rapport à mu1 moins 1 sur n, il est strictement plus petit que lui, donc du coup ça ne peut pas être un majorant de l'ensemble des intégrales de fonctions étagées positives plus petites que f, que je vais tricher pour copier-coller parce que j'en ai un peu marre de l'écrire. C'est pas un majorant de cet ensemble-là. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas un majorant ? Ça veut dire que du coup, il y a un élément de cet ensemble qui est plus grand que l'intégrale de f par rapport à mu1 moins 1 sur n. Il existe donc une fonction étagée, positive et plus petite que f, que je vais appeler f1n,
tel que l'intégrale de f par rapport à mu1 moins 1 sur n est plus petit que l'intégrale de fn1 par rapport à mu1. Donc à nouveau, puisque l'intégrale sur oméga par rapport à mu1 moins 1 sur n, c'est pas un majorant de cet ensemble, parce que c'est strictement plus petit que sa bande sup, c'est donc qu'il y a un élément là-dedans, donc il y a une intégrale de fonction étagée positive qui est plus grand que cet élément-là. S'il existe une intégrale de fonction étagée positive plus petite que f qui est plus grande que lui, je peux lui donner un nom à cette fonction étagée, je l'appelle f1n. Et d'un autre côté, on sait que si j'enlève le moins 1 sur n, l'intégrale de f par rapport à mu1, c'est un majorant de l'ensemble par contre. Donc c'est plus grand que l'intégrale de f1n. Et ça, c'est ce que l'énoncé me demandait de trouver. On a trouvé une fonction étagée, positive, plus petite que f, et dont l'intégrale par rapport à mu1 est comprise entre l'intégrale de f moins 1 sur n et l'intégrale de f tout court. Évidemment, on a fait ça avec mu1, on peut faire exactement la même chose avec mu2. Donc, on montre exactement de la même façon. Déjà pour commencer, que f, c'est une fonction intégrable par rapport à mu2. Du coup, on peut faire l'intégrale de f par rapport à mu2 moins 1 sur n, c'est pas complètement idiot. Et qu'il existe une fonction étagée, donc qu'il existe une fonction étagée que je vais appeler fn2 du coup, positive, plus petite que f, et telle que l'intégrale de f par rapport à mu2 moins 1 sur n, c'est plus petit que l'intégrale de fn2 par rapport à mu2. Alors attention, hein, c'est pas fn au carré, c'est fn2, c'est juste qu'on n'a plus de place pour mettre le 2 en bas. Et qui est elle-même plus petite que l'intégrale de f par rapport à mu2, ça c'est par définition de l'intégrale, qui est le sup de toutes les intégrales de fonctions étagées. Donc on obtient ces deux fonctions-là. Et je crois que c'est tout ce qu'on nous demandait pour le petit a. Et le petit b nous suggère de regarder la fonction max entre fn1 et fn2, et que ça devrait nous aider à montrer l'inégalité qui nous manque. Alors considérons la fonction max fn1, fn2. Qu'on va noter fn. Fn, du coup, c'est la plus grande entre fn1 et fn2. Donc pour chaque x, on regarde individuellement pour chaque x si c'est fn1 de x ou fn2 de x le plus grand, et on prend ça. Alors, une première chose à remarquer, c'est que fn, du coup, pour tout n dans n étoiles, fn, c'est un max entre deux fonctions mesurables, donc vous avez dû voir en cours que fn est mesurable. Fn1 et Fn2, c'est des fonctions étagées, donc elles sont mesurables. De fonctions mesurables, c'est ça qui m'intéresse ici. Mesurable positive même. Donc Fn, pour tout n dans n étoile, c'est une fonction mesurable positive. Et par ailleurs, pour tout x dans oméga,
fn de x, donc il y a deux cas, soit fn de x c'est égal à fn1 de x, et dans ce cas-là ça appartient à fn1 de oméga, ou alors fn de x c'est égal à fn2 de x si fn2 est plus grand, si fn2 de x est plus grand que fn1, donc ça appartient à l'image de fn2. Donc l'image de fn, l'ensemble de tous les fn de x pour x dans oméga, c'est inclus dans l'union des images de fn1 et fn2. Mais fn1 et fn2, c'est des fonctions étagées, et on avait vu que les fonctions étagées, c'est des fonctions dont l'image est finie. On avait vu ça au début du TD précédent. Donc ça, c'est un ensemble fini, car fn1 est étagé. Une fonction étagée, ça prend un nombre fini de valeurs. Et évidemment, c'est pareil pour fn2 de oméga. C'est un ensemble fini, car fn2 est étagé. Du coup, fn de oméga, il est inclus dans un ensemble fini. Donc fn de oméga est fini. Or, on avait vu au TD précédent que si on a une fonction mesurable dont l'image est finie, alors c'était une fonction étagée. Étagée et positive. Et de plus, c'est une fonction étagée plus petite que f. Pourquoi ça? Parce que si on prend un x dans oméga, soit fn de x égale fn1 de x, et fn1, c'était une fonction étagée plus petite que f. Et dans l'autre cas, fn de x, elle peut être égale à fn2 de x, si c'est lui le plus grand entre fn1 de x et fn2 de x, mais fn2 aussi c'est une fonction étagée inférieure ou égale à f. Donc dans tous les cas, fn de x, c'est plus petit que f de x. Donc la fonction fn, elle est partout plus petite que la fonction f, et elle est positive. Donc fn, c'est une fonction étagée, positive, plus petite que f. Du coup, l'intégrale de fn, ça va être plus petit que l'intégrale de f. L'intégrale de f, encore une fois, c'est le sup de toutes les intégrales de fonctions étagées plus petites que f et positives. Donc on a cette inégalité. Alors, pourquoi ça nous aide? Qu'est-ce qu'on sait sur l'intégrale de fn par rapport à mu? Ce qu'on sait, c'est que l'intégrale de fn par rapport à mu1, c'est plus grand que l'intégrale de fn1 par rapport à mu1, puisque fn, c'est le max de fn1 et fn2, donc fn, c'est plus grand, que fn1. Et on sait que l'intégrale de fn1, c'est comme ça qu'on l'a choisi, elle est plus grande que l'intégrale de f par rapport à mu1 moins 1 sur n.
Et l'intégrale de fn par rapport à mu1, d'un autre côté, elle est plus petite que l'intégrale de f par rapport à mu1, parce que f est une fonction, fn est une fonction étagée positive plus petite que f. Donc ça, c'est définition de l'intégrale de f par rapport à mu1. C'est le sup de toutes les intégrales de fonctions étagées positives plus petites que f par rapport à mu1. Évidemment, je peux faire pareil avec mu2. On avait obtenu que l'intégrale de f par rapport à mu2 moins 1 sur n, c'est plus petit que l'intégrale de fn2. Et l'intégrale de fn2, c'est plus petit que l'intégrale de fn par rapport à mu2, puisque fn elle est plus grande que fn2. Et donc, par définition de l'intégrale, ça, c'est plus petit que l'intégrale de f par rapport à mu2. Mais du coup, si je somme tout ça, si je somme ces deux inégalités, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que pour tout n dans n étoiles, l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2 moins 1 sur n moins 1 sur n, donc moins 2 sur n, c'est plus petit que l'intégrale de fn par rapport à mu1 plus l'intégrale de fn par rapport à mu2, et c'est plus petit que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2. Maintenant, fn, c'est une fonction étagée, donc à la toute première question, on a vu que dans ce cas-là, l'intégrale par rapport à mu1 plus l'intégrale par rapport à mu2, c'est égal à l'intégrale par rapport à mu. Donc l'intégrale de fn par rapport à mu, c'est plus grand que ça. Et ça, c'est parce que fn est étagé. Et c'est ce qu'on a fait à la question 1 de cet exercice. Et d'un autre côté, on avait dit plus haut que l'intégrale de fn par rapport à mu, c'est plus petit que l'intégrale de f par rapport à mu. On a donc, pour tout n dans n étoiles, l'intégrale sur oméga de f d mu1 plus l'intégrale sur oméga de f d mu2 moins 2 sur n. C'est plus petit que l'intégrale de fn par rapport à mu, qui est elle-même plus petite que l'intégrale de f par rapport à mu. Et ça, c'est vrai pour tout n dans n étoiles. Donc si je passe à la limite quand n tend vers plus l'infini, le terme du milieu, je ne sais pas ce qu'il devient, parce que je ne sais pas ce que fait fn quand n tend vers l'infini, mais si je regarde juste ce terme-là et celui-là, bah, du coup le 2 sur n il tend vers 0. Et j'obtiens que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de f par rapport à mu. Et du coup, avec le résultat de la question 1, dans la question 1, on avait obtenu l'autre inégalité.
Donc avec le résultat de 1 et 2, d'ailleurs, on a donc obtenu que pour toute fonction mesurable positive, qu'elle soit intégrable ou non, on a l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2, c'est égal à l'intégrale de f par rapport à mu1 plus mu2. Donc le résultat qu'on obtient, c'est que pour toute fonction mesurable positive, l'intégrale sur oméga de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f sur oméga par rapport à mu2, c'est égal à l'intégrale de f par rapport à mu1 plus mu2. Mu, c'était depuis le début égal à mu1 plus mu2. Donc un beau résultat sur les fonctions mesurables positives, et il ne nous reste plus qu'à éclaircir un point. Qu'est-ce qui se passe pour les fonctions pas positives? Et c'est ce à quoi on va s'atteler dans la troisième et dernière vidéo de cette série. Je vous retrouve à ce moment-là et je vous remercie de votre attention jusqu'ici. Il ne nous reste plus grand-chose à faire.